Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Tout est politique ce soir, député EPR de l'Oise, ancien ministre du budget. Évidemment, on va parler avec vous des discussions et des débats budgétaires qui ont cours à l'Assemblée. Mais d'abord, on accueille Emma Vincent, qui fait partie de la cellule Vrai ou Faux de France Info. Bonsoir Emma. Ce soir, nous allons parler des crédits d'impôt recherche et des entreprises qui les utiliseraient pour maximiser leurs dividendes tout en supprimant des postes. C'est en tout cas l'accusation qui est portée par le député LFI Aurélien Lecoq contre Sanofi. C'était il y a quelques jours. À Sanofi, pendant 10 ans, on leur a donné 1,5 milliard d'euros de crédit impôt recherche à une entreprise qui, dans la même période, a divisé son nombre de chercheurs par 2, passant de 6 000 à 3 000. Alors Emma, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Sanofi a divisé le nombre de ses chercheurs par 2 tout en continuant à toucher des milliards d'euros du crédit impôt recherche? Alors, en fait, cette accusation à l'encontre de Sanofi, elle remonte à quelques mois. En mars dernier, les directeurs de Sanofi avaient été auditionnés par une commission d'enquête au Sénat qui portait sur l'utilisation des aides publiques dans les grandes entreprises. Et ce qui en ressort, c'est que Sanofi a bien réduit les effectifs de ses chercheurs en France. Déjà, ils ont fait 4 plans sociaux ces 10 dernières années. Et selon le rapporteur de la commission d'enquête, le sénateur communiste Fabien Gay, Sanofi a supprimé 3500 emplois, dont 2000 postes de chercheurs sur ces sites français. La direction de Sanofi affirme que c'est plutôt 1000 postes qui ont été supprimés, mais en tout cas, ils le reconnaissent. Il y a bien eu une réduction importante des effectifs en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de maintenir un certain nombre de salariés dans l'entreprise quand on touche ces aides? Alors en fait, au total, Sanofi a touché environ 1 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche sur ces 10 dernières années. Aurélien Lecoq, lui, parlait d'1,5 milliard, donc c'est pas tout à fait exact. En fait, un crédit d'impôt recherche, c'est une réduction d'impôt de la part de l'État français pour encourager les entreprises qui innovent à employer des chercheurs en France plutôt qu'ailleurs. Et pour toucher ces crédits, les entreprises calculent leurs frais de fonctionnement liés à leur activité de recherche en France et ils communiquent ce montant à l'État. Sauf que, selon l'économiste Frédéric Bizard, qui est spécialiste des questions de santé, Sanofi inclut dans ce calcul des choses qui ne devraient pas y être. Par exemple, ils incluraient des postes assurés par des sous-traitants qui, eux, exercent potentiellement à l'étranger. Et c'est cette souplesse de la législation qui expliquerait que Sanofi ait pu progressivement diminuer ses effectifs de chercheurs en France tout en continuant à toucher le même crédit d'impôt. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils en ont profité pour embaucher des chercheurs étrangers? Alors, ce que nous dit Sanofi, c'est que la baisse des effectifs de chercheurs dans les grands laboratoires pharmaceutiques, c'est une tendance mondiale. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Et c'est vrai que le secteur est en pleine transformation. La moitié des molécules innovantes qui sont commercialisées dans le monde sont créées par des start-up. C'est ce que nous dit Nathalie Coutinet, qui est spécialisée en économie industrielle. Et c'est ce qui explique que des laboratoires comme Sanofi se séparent d'une partie de leur personnel. C'est-à-dire que plutôt que de payer des gens pour trouver de nouveaux médicaments, ils achètent les start-up et le fruit de leur recherche. Et ça leur revient tout simplement moins cher. Sauf que les start-up de biotechnologie, elles sont majoritairement aux États-Unis et non pas en France. Donc, pour résumer, c'est vrai, Sanofi a reçu environ 1 milliard d'euros de crédit d'impôt de la part de l'État français ces 10 dernières années. Et dans le même temps, ils ont bien coupé dans leurs effectifs de chercheurs français, puisque la stratégie du groupe, ça a plutôt été d'acheter des start-up et non pas de faire de la recherche en interne. Merci beaucoup Emma Vincent. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec l'émission Vrai ou Faux sur France Info, c'est tous les samedis à midi. Éric Woerth, député EPR de l'Oise, donc ancien ministre du budget. Les discussions budgétaires ont repris aujourd'hui à l'Assemblée sur la partie recettes du projet de loi de finances. Peut-être une réaction d'abord à ce qu'on vient d'entendre. Il y a ce chiffre des 211 milliards d'aides de l'État aux entreprises qui a interpellé, qui a fait débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop d'aides aux entreprises et surtout, est-ce qu'elles sont mal contrôlées? Et c'est surtout un chiffre faux, parce qu'on y intègre plein de choses. C'est une commission d'enquête sénatoriale. Oui, mais tout le monde a reconnu que c'était un chiffre poussé au maximum. Les véritables aides aux entreprises, c'est beaucoup moins. Il y a notamment tout ce qui, dans les 200 milliards, il y a notamment tout ce qui est réduction du coût du travail. Donc c'est le fait pour les bas salaires, en tout cas jusqu'à X du SMIC, il y a une réduction des charges sociales. C'est pas en réalité une aide aux entreprises. Oui, mais il y a des aides qui sont justifiées. Mais la question c'est, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il y a des zones qui sont pas assez contrôlées? Sans doute qu'il y a des zones qui doivent être mieux contrôlées, sachant qu'en France, en général,
général, on ne manque pas de contrôle, je souhaite le dire. Et que les entreprises sont considérées... Oui, sans doute, il faut conditionner. Il y a un débat sur la conditionnalité. Il doit y avoir une conditionnalité, mais vous ne pourrez jamais conditionnalité une aide au fait de dire il faut que vous mainteniez pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans le volume d'emploi, le chiffre d'affaires, les entreprises. C'est d'abord un monde qui s'adapte à la réalité des choses. Et évidemment, les aides doivent aussi s'adapter probablement à cela. Il y a aussi une part de risque quand on aide, quand une collectivité, c'est pareil, il y a des collectivités locales qui aident également. Quand il y a des fonds publics pour les entreprises, c'est d'abord extrêmement rigoureux, c'est régulé, c'est vérifié aussi par l'Europe, puisqu'on peut pas, il y a une atteinte au fond à la concurrence. Donc il y a beaucoup de cela. Donc c'est pas une sorte de capacité magique à réduire la dépense publique. Si vous dites il suffirait de réduire de moitié, dans ce cas-là, si on réduit de moitié, il faut aussi réduire sans doute de moitié l'ensemble de l'imposition qui pèse sur les entreprises. Et après, elles répartiront elles-mêmes. D'ailleurs, ça a été une proposition d'Édouard Philippe il n'y a pas si longtemps. Il y a cette question dans l'actualité. Enfin, sur les CIR, sur le CIR, sur le crédit impôt recherche, on tape dessus tous les ans. C'est un marronnier de la vie politique française et des débats budgétaires. Trop de crédit impôt recherche. Ça marche, le crédit impôt recherche. Il faut quand même savoir cela. La France a redressé assez considérablement sur la dernière dizaine d'années, probablement, ou quinzaine d'années, depuis, enfin, en tout cas, la création du crédit d'impôt recherche. C'est quelque chose qui marche. Les entreprises, elles ont, et la recherche, elle a continué à se localiser en partie en France. Il n'y aurait plus beaucoup de recherche au prix où serait cette recherche sans ce crédit d'impôt recherche. Donc, on en a besoin. Qu'il y ait des abus ici ou là, c'est dans tous les dispositifs, il y a toujours des abus. Le seul truc où il n'y a pas d'abus, c'est quand il n'y a pas de dispositif. Quand il y en a, il y en a. Le CIR est extrêmement contrôlé par l'administration fiscale. Le périmètre du crédit d'impôt recherche est extrêmement également contrôlé. Alors peut-être, par exemple, Sanofi, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que elle perçoit son crédit d'impôt recherche en fonction aussi du nombre de recherches et donc de chercheurs et de volume de recherche pratiqués en France. S'ils avaient maintenu, comme le dit ce député insoumis, s'ils avaient maintenu 3000 emplois de chercheurs, ils auraient 3 milliards ou 3 milliards et demi, communistes, pardon, ils auraient 3 milliards ou 3 milliards et demi de crédit impôt recherche. Ils ont 1 milliard de crédit impôt recherche ou 1 milliard 2 parce que ils ont un volume de recherche en France qui vaut cela. Et ça reste un volume extrêmement important. On ne peut pas se déshabiller sans arrêt sur tout ce qui relève de la compétitivité. Est-ce que ça ne serait pas plus honnête de réformer un peu le système pour l'aligner sur nos pays voisins ou nos pays qui sont en concurrence, au lieu de colmater tout ce qu'on n'accepte pas de faire par des aides qui viennent après. On ne baisse pas les charges sont élevées, donc on donne des aides pour faire baisser les charges. On a l'impression que c'est quelque chose de pas cohérent. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait voter ça, on prend pas le chemin, je sais pas, le coût du travail en est d'ailleurs l'exemple type. On dit le coût du travail est trop élevé, le net devrait être beaucoup plus proche du brut. Tout le monde peut penser oui, c'est vrai. Sauf que, évidemment, ça finance la sécurité sociale en partie extrêmement importante. Et d'ailleurs, la sécurité sociale, elle n'est pas assez financée. Parce qu'elle fait 23 milliards pour cette année de pertes, ce qui est d'ailleurs hallucinant. Qu'une sécurité sociale fasse autant de pertes et soit donc payée en réalité par l'emprunt, c'est mettre sur le dos de générations futures, des futurs actifs, des dettes qu'ils ne devraient pas supporter. Il n'y a aucun investissement là-dedans. Notre responsabilité, ce serait de rendre cela à l'équilibre. Eh bien, si on ne veut pas que ce soit sur le travail, si on considère que le net égale le brut, alors il faut taxer la TVA bien plus, ou cette fameuse TVA sociale, ou avoir un autre impôt plus large. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et vous aurez comme... Il n'y en a pas tellement aussi large que la TVA. Il y a la CSG, mais je ne sais pas, il faut voir si on veut faire une augmentation très forte de la CSG, c'est une autre histoire. C'est à la limite aux Français d'en décider. Est-ce que tu veux payer plus cher un certain nombre de choses, payer plus cher tes courses, tes produits, etc., avec des TVA plus fortes ? Mais au fond, quand vous serez acte, ça veut dire qu'on répartira sur plus de catégories de Français. Donc ceux qui ne payent pas de cotisations sociales du travail, par exemple les retraités, c'est toujours la même histoire. Mais là, en même temps, on dit, oui, mais les retraités, il faut baisser leur retraite, il faut supprimer les modalités de calcul de l'impôt, il faut geler. Il y a juste, fondamentalement, la question que ça pose, c'est au fond le niveau de la dépense.
c'est que la dépense publique, elle est aujourd'hui trop importante et elle est insupportable. Elle est malheureusement insupportable pour l'État que nous sommes. Et sans doute les personnes qui en ont le plus besoin ne sont pas les mieux aidées. On va revenir à la question budgétaire. J'avais juste une question d'actualité sur l'aciérie Novasco. Vous avez forcément entendu le ministre chargé de l'Industrie annoncer qu'il allait attaquer en justice le fonds d'investissement britannique qui avait repris Novasco sans tenir ses promesses, puisqu'il avait promis 90 millions, il en a versé 1,5. L'État, lui, a tenu ses promesses et a bien versé les 85 millions. Est-ce que l'État s'est fait avoir dans cette affaire ? Je ne sais pas si c'est uniquement l'État ou si les collectivités ont ajouté quelque chose, mais s'il y a autant d'argent public que cela, et s'il y avait un accord donnant-donnant de l'investisseur, oui, je crois que ça peut se tenter, il faut le faire en tout cas. Il a raison de le faire. Il a raison de porter l'affaire en justice. Il a raison de le faire. Et l'État s'est fait avoir ? Mais je n'en sais rien, je ne connais pas du tout l'affaire Novasco, je ne sais pas quelles promesses ont été faites, je ne sais pas sous quelles conditions elles ont été faites, je ne sais pas comment faut parler, on parle de choses sérieuses. Donc il faut derrière bien regarder comment ça a été versé, pourquoi ça a été versé, dans quelles conditions ça a été versé. Mais il a raison, et on a raison, on ne doit pas être les dindons de la farce. Quand il y a de l'argent public, c'est une exigence supplémentaire. C'est parce qu'il y a une raison particulière, parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur plan de financement, parce qu'on leur impose un certain nombre de règles qui n'ont pas lieu ailleurs et qu'on essaye de les mettre en compétition. Donc, pour les garder sur le sol français, s'ils ne font pas ce qu'ils ont dit, ils doivent évidemment payer. Mais à un moment donné, c'est à la justice de le dire. Parce que l'État n'a pas la capacité de le faire par lui-même. La discussion budgétaire, Éric Woerth, vous y êtes au quotidien, sauf ce week-end. Vous avez eu 2 jours de repos, les députés. On a du mal à savoir où on va. Est-ce qu'on aura un budget avant la fin de l'année ? Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce budget ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous commencez à avoir une idée ? Non, j'en ai strictement aucune idée. On est dans une première lecture qui se passe, au fond, pas bien sur le fond. Maintenant, elle se passe. Elle aurait pu ne pas se passer. C'était quand même l'objectif, c'était de parler. Dire que, quels que soient les... Alors, je ne vais pas parler à votre place. Non, est-ce qu'il faut mieux avoir un mauvais budget que pas de budget ? Non. Non, il ne faut pas avoir un mauvais budget. Il faut avoir un budget qui sert les intérêts de la France. Et servir les intérêts de la France maintenant, aujourd'hui, c'est de réduire le volume de la dépense publique. Tout, là. Et de ne pas utiliser à outrance l'arme fiscale, parce que l'arme fiscale, elle est utilisée déjà au maximum. Pourquoi se passe-t-il ce qui s'est passé ? En tout en se disant que ça risque de continuer. C'est-à-dire un Sébastien Lecornu tout à l'heure qui commence à dire que certes, des choses ont été adoptées, mais qu'elles n'ont aucun sens et que tout le monde a l'air de savoir qu'elles ne seront jamais appliquées. Pourquoi on en est arrivé là ? Mais parce qu'il y a 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale, et dire que c'est l'Assemblée nationale qui décidera, in fine, c'est mettre entre les mains d'un lieu qui contient probablement la plus haute densité de démagogues du pays, et que ça ne peut pas sortir indemne. C'est-à-dire qu'on vote systématiquement pour plus de dépenses, et on vote systématiquement, enfin pas on d'ailleurs, moi je ne le fais pas comme la plupart de mes collègues, mais nous ne pouvons pas... on part avec l'idée qu'il va falloir réduire le déficit. Tout le monde est d'accord parce que on peut encore l'expliquer, mais tout le monde est d'accord pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le dos de nos enfants des emprunts totalement insupportables dans leur propre vie. On peut comprendre, on n'a pas envie de comme ça malmener nos propres enfants. Donc on a besoin d'être à la hauteur de nos responsabilités. Alors certains pensent exactement le contraire, c'est LFI, une partie de la gauche, une partie des écologistes. Les socialistes savent plus très bien ce qu'ils pensent. Ils veulent à la fois plus d'impôts, mais enfin en même temps, ils n'ont pas envie de créer une crise qui coûterait très cher. Ils ont encore une lueur de responsabilité quelque part, et on verra s'ils poursuivent dans cet axe-là. Et puis le Rassemblement national, il vient d'un programme qui était un programme de gauche, alors un programme très clair sur l'immigration ou ces sujets-là, mais un programme économique et social qui se constitue en construction. C'est un chantier en construction, ils ne savent pas très bien. Mais ils sont d'abord, en général, du côté de la démagogie. Donc une dépense, il faut plutôt l'augmenter parce qu'on ne dépense pas assez, il faut plus de moyens, comme on dit en général, alors qu'il y en a déjà beaucoup. Et puis, il faut aussi augmenter, entre guillemets, les plus riches, sachant que
exemple, les plus riches, quand on commence à parler de retraite, c'est 2000 ou 2500 euros. Hein. On est dans ce type de Et donc ça veut dire que choses. Sébastien Lecornu, il a eu tort, de votre point de vue, de confier les clés aux députés qui sont tous des irresponsables, en gros, si on vous écoute, sauf vous et un peu le PS. Non, je dis pas sauf moi, etc. J'essaie de résumer les choses sans employer de langue de bois, pardonnez-moi. Mais c'est intéressant. Et du coup, je vous pose la question. Ça veut dire, si les députés, vous décrivez des députés démagogues et irresponsables, donc il a eu tort de leur faire confiance. Sébastien Lecornu, c'est un Premier ministre qui tente quelque chose qui n'a pas été tenté. Je veux dire, être Premier ministre sans majorité, c'est un travail de fou. Non. C'est un travail quasiment appelé à l'échec. Donc Sébastien Lecornu, il essaye de regarder avec les institutions qu'il a. Il ne peut pas les transformer. On n'est pas obligé. S'il est possible de laisser, le débat aller et puis donner, au fond, notamment sur la loi de finances, sur les deux d'ailleurs, sur le PLFSS comme sur le projet de loi de finances de l'État, de laisser aller. Il y a une première lecture. Cette première lecture, elle va se terminer bientôt. Donc le Sénat, parce qu'il y a deux chambres. Il y a deux chambres. C'est le moment du Sénat. Oui, le Sénat peut rétablir. Le Sénat, il peut rétablir de façon raisonnable. Raisonnable, ça veut dire efficace. Raisonnable, c'est un sens positif. C'est pas de l'eau tiède. Raisonnable, c'est quelque chose d'efficace. Et un budget qui soit conforme à l'intérêt des Français et à l'intérêt de la France. C'est un peu ça le sujet. Donc le Sénat va le faire. Parce que le Sénat, il ne va pas se laisser impressionner. Non. Tout ça pourra être... Pourquoi pas, peut-être qu'il peut y avoir une CMP positive, c'est une commission mixte paritaire, une réunion entre sénateurs et un petit comité et des députés. Moi, j'ai longtemps présidé la CMP quand j'étais à la présidence de la commission des finances. Le débat devient un débat sans presse et sans public, et donc les gens se disent les choses. Donc il peut y avoir un équilibre gauche-droite. On peut peut-être arriver à avoir un compromis acceptable pour les entreprises. Quand des entreprises se voient taxées à 45 ou 50 milliards de plus que ce qu'elles versent aujourd'hui, on est dans la folie fiscale parce que vous dites, totale. Il ne fait pas avec les institutions, puisqu'il s'est automutilé dès le début avec le 49.3. Parce qu'en ce moment, on entend, y compris des socialistes et des gens de PR, dire... Franchement, là, on s'est coupé. Mais on le savait dès le départ. Et vous pensez que personne ne le découvre. Le Premier ministre on lui a dit, tu avais dit que tu ferais de la rupture et tu fais pas de rupture. C'est le Cornu 1, le Cornu 2. Bon. Ouais. Donc le Cornu 2, il est il fait plus de rupture. Et donc dans la rupture, si j'emploierais pas les armes qui ont été employées jusqu'à présent, donc je laisserai aller la discussion. C'est une bonne chose, c'est une erreur, c'est pas une erreur. Non, on verra à la fin. On verra à la fin. On verra si à l'Assemblée nationale, si jamais elle est appelée à toute façon, il faudra qu'elle vote. Sur les, vous savez, la CMP, c'est un texte, mais il doit finalement être voté. Il y a très peu, il y a quasiment aucune possibilité d'amender ce texte. Donc on verra qui vote ou pas le budget. Et si le budget n'est pas voté... il y aura quand même la possibilité d'utiliser la loi, ce qu'on appelle la loi spéciale, c'est-à-dire une loi qui comme Michel Barnier l'avait fait un budget minimaliste, où on peut évidemment, il n'y a pas de shutdown comme on dit aux États-Unis. Donc on a la possibilité de continuer et peut-être de rien changer. On ne change pas grand-chose dans ce cas-là. On a des recettes, mais enfin en tout cas on n'a pas l'augmentation d'impôts telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Quand on vous entend comme ça, on se dit que vous préféreriez. Mais je pense qu'il vaut mieux un budget. En tout cas, il ne faut pas ce budget-là. Là, ce qui est en train d'être voté article par article, il ne faut évidemment pas ce budget-là. C'est parce que loi spéciale, par exemple, ça veut dire pas d'indexation pour les retraités, pour les prestations sociales, ça fait des économies, ça. Oui, ça fait des économies, mais vous avez aussi des dépenses qui ne peuvent pas être contrôlées. Donc je veux dire, c'est en fait l'antithèse d'un budget, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas les politiques publiques. Cela étant, à force de vouloir tout changer tout le temps, ça devient totalement instable. On ferait mieux. On pourrait avoir une France sans budget, mais qui juste décide de plafond. Il y a un plafond à la dépense publique, il y a un plafond à la capacité d'imposer les Français, les entreprises comme les citoyens. On pourrait imaginer d'autres solutions. Mais il y aura un budget. De toute façon, à un moment donné, il y aura un budget. Et on doit surtout aussi repartir d'un meilleur pied. C'est-à-dire qu'on doit aussi utiliser les prochains mois. On doit utiliser les prochains mois. Mais je pense que le Premier ministre, il est totalement là-dessus. Ouais, d'accord, mais on voit déjà pas s'il n'y a pas de budget. C'est quoi le temps avant 2027 ? Il va servir à quoi ?
Mais il doit être utile. Il doit être utile au pays. On est dans un pays aujourd'hui qui va mieux que ce que pensent la plupart de nos concitoyens ou les commentaires. Il y a des commentaires absolument noirs. Si vous écrivez un nouveau bouquin sur la France, c'est fichu, ça se vendra bien. Mais il y en a déjà eu d'autres. Oui, il y en a beaucoup. Sur le marché, il y en a pas mal. Mais quand vous regardez les choses objectivement, vous avez quand même une croissance qui se tient, vous avez un chômage certes qui augmente un peu, mais moins que dans la plupart des autres pays d'Europe. Voilà, on garde des entreprises qui continuent à investir, même si les Français épargnent beaucoup, sans doute, mais ça peut être débloqué aussi assez rapidement si un vent de confiance se fait. Il suffirait que, au fond, un certain nombre de choses se débloquent sur le plan politique. Je pense à d'autres réformes. Et je pense qu'on peut encore, même avant l'élection présidentielle, et même après ce passage complexe du budget, on peut repartir sur un bon pied, sur des sujets comme, par exemple, l'éducation nationale. Il y a beaucoup de sujets de cette nature. L'éducation nationale est une priorité. On a changé 215 fois de ministre. Absolument. Oui, mais un ministre, ça pèse plus rien. Déjà, un Premier ministre, le Premier ministre lui-même l'a dit, c'est pas terrible. Bon, donc, tout le monde, toute la démocratie, et tous ceux qui représentent cette démocratie, peut-être en dehors des maires, qui, eux, gardent un statut de solidité et qui gèrent leur ville. Et il ne faut pas que... je voudrais peut-être aller jusqu'au bout des choses. Je ne suis pas sûr que le Parti socialiste, au bout du compte, peut-être il y a des gens qui ne voteront pas le budget, peut-être que le budget sera rejeté, mais est-ce que tout ça se transformera en motion de censure ? C'est pas du tout certain. Je ne suis pas sûr que le Parti socialiste, ni LR d'ailleurs, n'ait terriblement envie d'une dissolution. Leurs élus locaux n'ont pas envie qu'une élection législative perturbe ou pollue l'élection municipale qui est fondamentale en France. Une question concrète, Éric Woerth. Est-ce que toutes les taxes sont forcément mauvaises ? La taxe sur les petits colis, par exemple, taxe de 2 € sur les colis de moins de 150 € qui viennent de dehors de l'Europe, qui visent en particulier la Chine, ça pourrait rapporter 600 millions. Vous êtes d'accord ? C'est du bon sens, oui, bien sûr. Il faut taxer. Il y a de la bonne taxe. Oui, évidemment qu'il y a de bons impôts. Ça, c'est des impôts comportementaux, presque, ou de taxer une valeur qui nous a échappé. Les droits de douane, c'est des impôts qui, il y a 15 ans, dans un monde qui voulait être plus libre et qui considérait que la liberté de circulation des marchandises apportait la liberté tout court. On voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, dont acte. Et à ce moment-là, il faut se protéger. L'Europe doit se protéger. Mais c'est pas la foire aux taxes. Et en même temps, quand vous augmentez les taxes sur les tout petits colis, c'est des petits colis avec des petits prix, vous augmentez les prix en France. Mais vous avez à la fois les mêmes gens qui font la queue devant le BHV pour aller acheter des produits Chine, et si vous les interrogez sur un autre sujet, ils vont dire « bon, on est surtaxé, et puis regardez, toutes les entreprises, elles ferment, et puis on est dans l'incohérence la plus totale. » Il faut essayer de remettre un peu de cohérence dans tout ça. Donc il est logique de dire on ne peut pas acheter une chemise à 4 € ou à 3 €, parce qu'à ce moment-là, on tue l'emploi en Europe. Et en plus, vous cherchez de la mauvaise qualité, qui est extrêmement mauvaise pour l'ensemble des politiques de développement durable. Sauf que tout le monde est prêt à le faire dès que le prix est très faible. Le fait qu'il y ait un projet d'augmentation de la taxe sur les multinationales et le fait de multiplier par 2 la taxe sur les GAFAM, en gros, on l'a tous vu, on l'a tous entendu, on l'a tous écrit, alors qu'on sait très bien que ça ne pourra pas passer. Je parlais d'une je parlais de la densité de la très forte densité de démagogues à l'Assemblée nationale. C'est de la démagogie. C'est vendre un miroir aux alouettes. Pour calmer les gens. C'est le magique. Ça, c'est le RN qui propose ce genre de truc, mais le LFI aussi, je le pense. C'est vrai pour tout ce qui relève des super dividendes, les super dividendes, tous ces termes, la suspension de la réforme des retraites pour laquelle vous avez voté contre, c'est de la démagogie ou pas ? Les super dividendes, tous ces sujets-là, ils sont... Évidemment qu'il faut taxer les dividendes, mais un dividende, c'est un produit un peu particulier. Il faut juste bien voir de quoi il s'agit. On ne le taxe pas. Il vient après déjà de l'impôt payé. Donc, ça fait très longtemps qu'on a bien compris que les dividendes, il faut les taxer en Europe et pas uniquement en France, et qu'il y a des directives européennes qui prévoient ce genre de choses. Comme il y a des conventions fiscales, il y en a, je sais pas, 120, 130, il y a des conventions fiscales avec les pays étrangers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de double imposition dans un pays et dans l'autre. Et les entreprises françaises en profitent aussi. Donc tout ça, on explose tout ça au travers d'amendements totalement démagogiques dont on verra jamais le premier euro collecté. Mais c'est pas grave. La suspension de la réforme des retraites, c'est de la démagogie, Éric Woerth, ou pas ? Non, je pense que j'emploierai pas ce terme. La suspension de la réforme des retraites,
c'est quelque chose pour lequel j'aurais pu voter pour si ça avait été pour solde de tout compte. Si ça avait été, comme l'avait d'ailleurs demandé le Premier ministre, un effort fait par la majorité pour obtenir du Parti socialiste une non-censure sur le budget, bon, on aurait pu considérer que, OK, pas extraordinaire, mais s'il y a des compromis, il faut bien accepter les compromis. Mais là, ça a été une échelle, une escalade. À chaque fois, il fallait en rajouter. Et donc, il y a une multitude d'amendements qui ont été votés bien avant cette suspension de la réforme des retraites. Donc moi, j'ai voté pour, parce que c'est contraire à l'intérêt du pays. C'est contraire à l'intérêt national. Vous avez voté contre? J'ai voté contre la suspension. Contre la suspension, oui. Contre la suspension. Parce que tout le monde sort après ces réformes des retraites, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand on parle de retraite, il y a un truc de bon sens, on parle de l'âge. À quel âge je pars à la retraite? Tout le monde parle à un moment donné de l'âge. C'est pas qu'un paramètre, c'est un phénomène, c'est sociologique. Gabriel Attal, le président de votre groupe, il dit qu'il ne faut plus parler de l'âge, il propose une autre réforme. On peut ne pas être d'accord. Mais bon, une dernière question personnelle. Il n'y a aucune réforme magique du système de retraite. Il n'y a que des réformes qui permettent d'allonger, au fond, la durabilité du système par l'augmentation du temps de travail et un partage du supplément d'espérance de vie en bonne santé que nous avons tous. Et moi, je suis prêt à tous les débats là-dessus. Et il faut bien se partager ce temps. Qu'après, il y a un peu de capitalisation en plus. Évidemment, c'est mieux. Mais les périodes intermédiaires sont très, très compliquées. Parce qu'à un moment donné, on peut demander aux gens de payer 2 fois. À la fois pour la répartition et à la fois pour la capitalisation. Et là, il y a moins de gens d'accord. En 2022, vous avez quitté LR, votre famille d'origine, pour rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez faire après le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée? Vous y avez réfléchi? Vous pourriez rejoindre votre famille d'origine? Alors, je n'ai pas réfléchi du tout. Vous n'y avez pas pensé? Je ne réfléchis pas en termes de... Je ne réfléchis pas en termes purement de parti politique aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est la capacité à faire des réformes. Et d'ailleurs, la plupart sont déjà dans l'air depuis longtemps. Quand le Premier ministre, il a raison, parle d'allocation unique, déjà à l'époque de François Fillon, et moi-même j'avais écrit un livre là-dessus, et François l'avait mis dans son projet, bien où on a, ce qui serait très original, ce serait de le faire. C'est d'un moment donné de faire qu'il n'y ait pas d'effet d'annonce, mais il y a du faire. On fait les choses. Et on le fait en l'expliquant correctement longtemps à l'avance, parce que c'est jamais facile de changer de système. C'est ce que le macronisme voulait faire, ça? Vous pensez que c'est cuit? Non, moi je suis un optimiste, je ne pense pas que d'ici la fin du mandat, on soit condamné à l'immobilisme. Moi je crois encore à la politique, je crois à la crédibilité. La crédibilité politique des politiques est effectivement assez faible, mais je crois à la décentralisation. J'ai écrit un rapport là-dessus et je suis persuadé que le Premier ministre Vous avez failli être ministre de la décentralisation. Et je l'ai été. Vous avez été... 12 heures. Voilà, c'est ça. je l'ai été. Forcément, vous n'avez pas eu le temps de mettre en place beaucoup de choses. Non, mais la décentralisation, c'est pas un truc technique ou technocratique. On n'a plus le temps. Je suis en train de me faire rabrouer dans l'oreillette. Pouvoir local, pouvoir national. Merci beaucoup, Éric Woerth, désinformé.